Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Depuis 2010, l'Afrique de l'Ouest connaît une intensification des violences et une multiplication des conflits. Alors que les perspectives de croissance semblent très encourageantes, ces difficultés pourraient, selon la Banque mondiale, entraver son futur développement et remettre en cause les avancées économiques et sociales réalisées par les pays de la sous-région. L'un des grands défis reste aujourd'hui la sécurité sous-régionale. Comment renforcer davantage cette sécurité? On en parle dans cette émission et nous avons le plaisir de recevoir Émile Bellakwaku. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir sur le plateau. Au plaisir de vous retrouver. C'est tout un plaisir chaque fois. Vous êtes consultant en développement international et avec vous, nous allons parler des questions sécuritaires de ces derniers temps dans la sous-région. Alors, de votre point de vue, de votre analyse, quel est le niveau de sécurité de la sous-région en ce moment? Eh bien, de toute évidence, la sous-région ouest-africaine est depuis un certain moment fragilisée du point de vue sécuritaire par la récurrence donc, des attaques des forces milices, enfin des forces terroristes. Et de ce point de vue-là, il y a eu également à cela, donc s'est ajouté également les coups d'État militaires donc, qui ont fragilisé aussi l'ordre institutionnel, l'ordre démocratique donc, installé dans ces pays, qui n'a pas nécessairement favorisé une stabilité donc, de ces pays. Et donc, il y a, en tout cas en termes sécuritaires, il y a une menace permanente qui donc règne dans la sous-région. D'accord, il y a la menace permanente du terrorisme à l'intérieur des États et parfois aussi de l'instabilité entre les différents peuples. Mais de façon concrète, les coups d'État militaires que nous avons observés dans la sous-région, notamment au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et autres, de façon concrète, qu'est-ce que cela a eu comme impact sur l'avancée du développement dans ces différents États et surtout dans la lutte concertée par rapport au terrorisme? On ne le dira jamais assez. Un coup d'État n'a jamais profité à un État, quoi qu'on dise, quoique certaines personnes, en tout cas les partisans d'un certain panafricanisme qui estiment que certains acteurs n'ayant pas joué leur rôle, je veux dire parler des acteurs politiques qui étaient là, n'ayant pas joué leur rôle, il fallait les changer, on mérite qu'on les enlève. Mais toujours est-il que ce processus donc, de passation donc, de pouvoir n'a pas forcément profité aux États. Donc les coups d'État ont fragilisé économiquement, ont fragilisé socialement ces États, mais également ont entraîné, du moins ont occasionné une régression du processus de développement. Je parle de processus parce qu'évidemment le développement c'est un processus. Et donc étant donné que dans le processus il y a des mailles, il y a des éléments donc, qui sont fragilisés, évidemment ça fait que le processus de développement prend un coup et puis donc ça ne bénéficie pas forcément à la population. Quelle est la perception de la population elle-même? Parce qu'on a l'impression que parfois elle acclame les coups d'État, on veut un changement, on applaudit ceux qui viennent au pouvoir, mais est-ce qu'elle le sentent? Est-ce que ce que vous êtes en train d'expliquer, est-ce qu'elle le vivent de cette manière? Il faut dissocier le sentiment populiste qui donc prévaut dans les pays, qui anime les populations de la perception des coups d'État qui se font. Je parle de cette façon parce qu'il y a quand même une frange de la population qui estime que les coups d'État n'ayant pas été profitables aux États depuis les années précédentes, il ne faut pas non plus parier sur cela. Je prends le cas spécifique de la Guinée. On a vu récemment des manifestations donc, de la population donc, qui se sont levées contre la junte pour dire qu'on en a assez du fait que la junte soit au pouvoir. Il faut penser maintenant à passer le pouvoir. Et pour cela, on veut voir au civil, on veut voir donc, un chronogramme clair qui soit établi. Et à côté de cela, il y a aussi ce que j'ai appelé les sentiments populistes, ceux qui estiment que la présence française, parce qu'il faut aussi nommer, n'a pas été bien appréciée. Il fallait donc des acteurs courageux donc, qui soient donc, des militaires pour pouvoir favoriser donc, ce coup d'État. Et donc ceux-là, en tout cas, ovationnent le coup d'État. Et c'est ce qu'on a vu au niveau du Mali, c'est ce qu'on a vu aussi au niveau du Burkina Faso récemment. Est-ce que finalement on n'a pas l'impression que les populations sont prises en otage par les personnes qui les gouvernent? Celui qui le dirait n'a pas forcément tort parce qu'il y a quand même une frange de la population qui est contre au niveau du Mali spécifiquement. Par exemple, il y a eu des cas de manifestations mais qui sont en quelque sorte restés étouffés. On a vu le très influent imam Diko au niveau du Mali qui a porté des voix
pour dire qu'on en a assez de coups d'État, de la junte, il faut à un moment donné arrêter et puis il faut passer à autre chose. Donc effectivement, il y a ces populations-là qui donc expriment en quelque sorte leur ras-le-bol et il y a de quoi se dire qu'il y a une frange de la population qui est prise en otage. Par contre, quand on regarde aussi de l'autre côté, ceux qui sont pour le coup d'État, pour la jeune, qui estiment qu'il faut pousser, il faut aller plus loin pour qu'il y ait un certain ordre qui soit établi. Je vais parler de donc l'ordre en quelque sorte indépendantiste ou quelque chose de ce genre, en tout cas qui soit établi. Ceux-là, on estime que peut-être de leur point de vue, il ne faut pas penser à que ceux qui soient pris en otage, mais évidemment, il y a une frange de la population qui ne se sent pas non seulement dans ces formules-là et qu'il faut peut-être considérer également. D'accord, touchons l'aspect sécuritaire. C'est l'une des raisons évoquées par la plupart des jeunes. Nous venons au pouvoir parce que la question de sécurité n'est pas suffisamment bien traitée. Nous qui sommes les militaires, tous les moyens ne sont pas déployés pour nous aider à faire le travail. Alors depuis que les jeunes sont installés, est-ce que vous pensez qu'il y a une progression de cet aspect sécuritaire et est-ce que cela donne de l'espoir pour que les populations vraiment vivent dans un cadre assez sécurisé? Écoutez, paradoxalement, il y a toute objectivité, il y a plutôt une régression de l'aspect sécuritaire au niveau de ces pays. Parce que quand on prend des pays comme, je prends toujours les deux exemples parce que ce sont les plus flagrants, je vais parler du Burkina et du Mali, il y a eu plus d'attaques au niveau des positions donc, des forces de l'ordre et de sécurité, des militaires, je vais dire, depuis qu'il y a eu ces coups d'État, ce qui voudrait donc dire que l'avènement de la junte au pouvoir n'est pas nécessairement de nature à garantir la sécurité des populations. Récemment, par exemple, on a eu l'enlèvement de près de 50 femmes dans le nord du Burkina. Il y a eu plusieurs attaques au niveau du Mali. Le conflit, en quelque sorte, pour utiliser ce terme, c'est ruralisé, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait des attaques ici et là au niveau de la capitale, mais maintenant, de plus en plus, le conflit s'est transposé des zones urbaines vers les zones rurales. Et donc, il y a eu beaucoup plus de recrudescence de la violence dans ces zones-là. Et quand on constate ça, on n'est pas forcément, sauf si on veut être moins objectif, on ne peut pas dire que l'avènement de la junte au pouvoir de ce coup d'État-là a favorisé une stabilité sécuritaire au niveau de ces pays. Il y a de quoi s'inquiéter pour les autres pays qui sont proches de ces différents pays en difficulté. Évidemment. Quand vous avez des voisins, on dit souvent pour prendre cet adage, quand vous avez le voisin dont la maison brûle, vous êtes inquiet parce que c'est clair que ça peut, d'un moment à l'autre, il y a une étincelle qui peut aussi sauter chez vous. Donc c'est exactement le cas, c'est ce que vivent la Côte d'Ivoire et le Mali qui sont les pays limitrophes du Burkina spécifiquement. Et d'autres pays qui sont donc proches, le Sénégal donc proche du Mali, qui aussi craignent le fait que cette recrudescence de la violence terroriste dans ces pays-là puisse aussi les embraser. Donc vous avez vu récemment par exemple quand le Mali, sinon le Burkina a demandé à la force française de quitter. Tout de suite, le président ivoirien est allé en France pour rencontrer son homologue. Je n'ai pas le contenu de la discussion, mais il va de soi qu'il y a eu quand même des discussions sur comment maintenir la sécurité dans la zone. Et bien évidemment, ça veut dire qu'il y a forcément une crainte d'une quelconque recrudescence de la violence dans ces pays. Quelle est votre appréciation sur les institutions de défense sous-régionales qui travaillent de concert pour que la question du terrorisme soit suffisamment traitée? Est-ce qu'elles sont efficaces? Quelles sont leurs difficultés sur le terrain? Ce serait peut-être mitigé de faire une observation, une analyse, parce que il y a eu quand même des avancées, notamment du point de vue de la zone CEDEAO, avec des actions qui ont été commises. Vous savez, il y a forcément dans les interventions des institutions de sécurité, il y a ce qu'on appelle, il y a deux principes fondamentaux. Il y a le principe donc de la complémentarité et puis il y a le principe de la subsidiarité. Le principe de la complémentarité dit que les forces internationales viennent donc en appui aux forces régionales ou sous-régionales pour pouvoir donc faire face aux différentes entités, aux différentes forces en face, aux différentes forces terroristes. Donc la mission des Nations Unies, on a vu donc ONUCI en Côte d'Ivoire, ONUCI, etc. Et puis le principe de subsidiarité qui dit
Non, écoutez, il faut en quelque sorte leur donner l'occasion de pouvoir prendre la responsabilité de pouvoir faire face à ces actions. Et puis après, s'il n'y a pas une possibilité de réussir cela, dans ce moment-là que les autres forces interviennent. Et donc dans ces deux phases-là, il y a eu quand même une avancée. Parce que l'ONUCI en Côte d'Ivoire en a vu ses preuves. Au niveau du Libéria, ONUCI, il y a eu aussi des preuves. Les Comores qui sont intervenus au niveau de la Guinée, au niveau de la Sierra Leone, il y a eu quand même des avancées, quoi qu'on dise. Donc il y a eu quand même des avancées. Mais en même temps, il y a eu aussi des échecs. C'est pour cela que j'ai dit dès l'entrée de jeu qu'il y a forcément une appréciation mitigée de cette intervention. Cela n'empêche pas de dire qu'on peut encore mieux faire, et cela sous-entend qu'il faut mutualiser les efforts. Cela sous-entend qu'il faut mettre à disposition les ressources nécessaires. La force en attente de la CEDEAO, donc FAC qui a remplacé les Comores, est intervenue pour pouvoir jouer ce rôle-là. Mais malheureusement, ça n'a pas forcément été répondu effectivement au résultat, mais il faut évidemment y mettre la force, il faut y mettre les moyens. Et les populations attendent beaucoup de toutes ces initiatives pour le bien-être, bien entendu, de nos différents pays. C'est la fin de cette émission, Amy Belankwaku. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur les questions de sécurité sous-régionale. C'est moi qui vous remercie de m'avoir, et on espère que d'ici là, en tout cas avec les efforts qui sont mis en place par les différents acteurs, d'ici là, il y aura quand même une avancée, que la sous-région reconnaîtra donc la paix et la sécurité. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.